Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, je suis ravi aujourd'hui de faire une interview un peu particulière avec Flavien Neuvy. Bonjour Monsieur Neuvy, bonjour Flavien. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation sur ma petite chaîne YouTube. C'est Et avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. eh bien, écoutez, c'est réciproque. Alors, je voudrais vous parler avec vous aujourd'hui. D'abord, vous laissez vous présenter et comme vous êtes directeur de l'Observatoire CTLM qui s'intéresse notamment aux voitures, aux véhicules. Je vous laisse d'abord vous présenter et j'expliquerai un peu plus tard pourquoi j'ai proposé de faire cette interview avec vous. Alors bon, moi je suis économiste de profession et donc je dirige l'Observatoire CTLM depuis un peu plus de 10 ans maintenant. L'Observatoire CTLM, c'est une structure d'études et de veille économique de BNP Paribas Personal Finance. Donc, on fait partie du groupe BNP Paribas tout simplement. Et donc au sein de l'Observatoire CTLM que je dirige, on réalise chaque année beaucoup d'études. On fait beaucoup d'études quantitatives, qualitatives, à la fois sur le monde de la mobilité, donc l'industrie automobile, mais pas seulement, mais aussi sur sur la consommation des ménages. On fait ces études en Europe et dans le monde. Donc chaque année, on interroge plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le monde. Notre objectif, en fait, c'est d'essayer de comprendre, de décrypter et de comprendre surtout les comportements de mobilité, le comportement de consommation des ménages. Et puis, une fois qu'on essaie de comprendre sur tel ou tel sujet, on essaie aussi de faire un petit peu de prospective, c'est-à-dire qu'on essaye de décrypter ce qui peut se passer dans les années qui viennent, à la fois bien sûr en termes de mobilité, mais aussi en termes de consommation des ménages. Donc, si on parle de consommation des ménages, ça nous amène à évoquer des sujets comme le pouvoir d'achat, l'épargne. Là, évidemment, avec la hausse de l'inflation, évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la consommation des ménages et dans les arbitrages qu'ils peuvent faire. Et donc, ces études sont disponibles sur le site de l'Observatoire CTLM. Elles sont téléchargeables gratuitement, elles ne sont pas du tout payantes. On y tient beaucoup parce que ça permet notamment aux étudiants d'avoir accès à des études de qualité sans pour autant avoir à les payer. Et souvent, quand ils font des mémoires, ils ont besoin d'avoir de la data, de la donnée. Et donc, voilà, on y tient beaucoup. Et on met évidemment aussi ces études à la disposition des journalistes, ce qui m'amène à prendre régulièrement la parole dans les médias sur tel ou tel sujet. Absolument. Et vous finissez par faire une interview sur Tesla Alsace, qui peut être le plus bel achèvement qu'on puisse rêver. Avec plaisir, en tout cas. Voilà. En tout cas, voilà, c'est très intéressant parce qu'on voit très bien que, évidemment, si on parle du pouvoir d'achat, moi, évidemment, je suis plutôt côté véhicules électriques. On sait déjà que le coût des véhicules électriques, pour l'instant, est très élevé. Et donc, ça donne un peu une idée de la perception des gens vis-à-vis du véhicule électrique, notamment en France, mais on en parlera un peu plus tard. Alors, ce que je propose, c'est de partager sur l'écran votre étude de 2022, donc je vais représenter la première page, voilà, sur, alors hop, ici, voilà, l'insolente trajectoire de SIV Auto 2022. Alors, je vous laisse plutôt, si je me permets, je vais vous laisser introduire un peu le sujet et je vais aller directement à la slide que je trouve intéressante. C'est sur la part des SUV aujourd'hui dans le parc automobile qui, si je résume un peu, est de plus en plus importante. Oui, en fait, chaque année, on fait donc une grande étude annuelle. On avait 17 pays dans le monde, donc c'est une étude mondiale, hein. Les 17 pays couvrent environ 70% du marché automobile neuf mondial, donc c'est vraiment une étude très significative. En fait, ce qui nous intéressait dans le sujet du SUV, c'est qu'il est un peu au cœur des injonctions un peu contradictoires que les automobilistes ont. C'est-à-dire que d'un côté, on a cette prise de conscience environnementale, la nécessité de réduire notre consommation d'énergie fossile, de pétrole, notre nécessité d'avoir une plus grande sobriété, on va le dire comme ça. Et en face de ces injonctions qui existent et qui correspondent effectivement à un changement climatique, on a une part des SUV qui, sur ces 15 dernières années, a explosé. Des SUV qui, faut-il le rappeler, quand on parle des voitures thermiques, sont des véhicules qui sont par définition plus gros, plus lourds et qui consomment donc plus de carburant et qui donc émettent plus de CO2 et émettent plus de particules fines, de polluants locaux, etc., etc. Et ce qui nous a intéressé, c'est de comprendre pourquoi finalement les automobilistes, malgré cette prise de conscience environnementale qui est réelle, pourquoi ils achetaient autant de SUV, qu'est-ce qui pouvait expliquer finalement ce phénomène? Est-ce un phénomène de mode passager? Est-ce un phénomène durable? Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il faut le rappeler, le premier SUV, hein, tel qu'on l'entend dans sa définition actuelle, c'était le Nissan Qashqai, voilà, un peu avant 2005. Et à l'époque,
quand Nissan sort ce véhicule, tout le monde est vraiment très surpris en se disant que ça ne correspondait plus du tout à l'ère du temps. Il faut se souvenir, on l'a un peu oublié, mais qu'à l'époque, notamment à Paris, les 4x4, les gros 4x4 étaient rayés, stigmatisés en disant plus de ces voitures en ville. Et malgré cela, Nissan sort ce véhicule, un peu un espèce d'ovni, d'objet véhicule non identifié, on va dire comme ça, non pas un volant, mais un objet véhiculant non identifié, qui arrive comme ça sur nos routes. Et à l'époque, honnêtement, il n'y avait pas grand monde pour croire au succès commercial de ce véhicule. Et puis, ça représentait 0,5% des ventes, 1% des ventes, 3%, 5%, 10%. Tant et si bien qu'à chaque fois qu'on franchissait un palier en termes de volume de vente, on se disait, mais là, on a atteint un plafond de verre, jamais on ira au-delà. Et puis, ça a continué à progresser jusqu'à représenter plus de 40% des ventes de véhicules. Alors, bien sûr, tous les constructeurs s'y sont mis. Bien sûr, il y a des gros SUV, il y a des petits SUV. Donc, la gamme, au fond, s'est élargie. Mais c'est vrai que c'est un succès mondial, d'une part, complètement inattendu. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu en faire un sujet d'étude dans notre observatoire CTM de cette année. Et on voit d'ailleurs que les constructeurs français se sont plutôt bien adaptés à cette demande, hein, puisque Peugeot a développé le 3008 a été un immense succès. Le 2008, ensuite ils ont décliné 2008, et puis aussi Renault, il y a notamment le Renault Captur. Alors là, j'ai juste mis aussi sur l'écran, on voit hein, le prix catalogue qui est vraiment variable. Donc on part du Duster autour de 14 000 euros et on va jusqu'à Rolls-Royce. Donc on voit que c'est en fait toutes les couches sociales ou sociétales qui sont entre guillemets plutôt intéressées par le SUV. Oui, c'est une des clés du succès d'ailleurs. Hein. C'est pas un véhicule qui est réservé à un segment de clientèle, soit les clients qui n'ont pas beaucoup d'argent à mettre dans l'achat de leur voiture, soit des clients qui au contraire ont beaucoup d'argent et qui achètent des voitures très chères. C'est-à-dire que quand on achète un Duster ou quand on achète un véhicule ou un 5008 ou un gros véhicule, évidemment on n'a pas les mêmes budgets disponibles, on n'a pas les mêmes niveaux de revenus, quoique il y a des clients Duster qui achètent ces véhicules alors qu'ils ont les moyens d'acheter autre chose, mais globalement, c'est aussi une des raisons du succès, c'est-à-dire que ce véhicule s'adresse à tout type de clientèle, et en particulier, et c'est une partie aussi de l'explication du succès phénoménal de ces véhicules, la clientèle familiale, puisqu'on voit que dans le même temps que la part des ventes de SUV a augmenté, la part des monospaces familiaux a reculé. Donc, ces SUV, en quelque sorte, ont pris quasiment toute la part que les véhicules familiaux monospace avaient pris. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites par rapport aux constructeurs français, parce qu'il faut rappeler que les constructeurs français, historiquement, ont toujours été extrêmement bien placés sur ce segment des monospaces familiaux. Et ils ont réussi quand même à retourner la situation aussi en leur faveur, même si au début, il faut quand même le dire, ils ne croyaient pas beaucoup, eux non plus, au succès des SUV. Mais c'est vrai que ce sont des véhicules qui sont disponibles à tout type de prix et qui s'adressent à tout type de clientèle. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, j'ai juste lu ce matin sur les Échos là que, en ce qui concerne les véhicules électriques et Tesla, eh bien, ça y est, le modèle Y prend le pas sur. Bon, après, on est sur des tarifs très élevés, mais là, clairement, Oui. le modèle Y prend le pas sur la Model 3 au sein des acquéreurs. Et à titre personnel, bah, j'ai changé ma Model 3 pour un modèle Y. Et j'en vois aussi les avantages, clairement, au niveau familial, à savoir un coffre à ion, donc plus de praticité. Bon, après, c'est quand même un gros véhicule, mais même au niveau des véhicules électriques, en tout cas au niveau de Tesla, ça y est, il y a déjà un changement vers le SUV par rapport à la berline. Absolument. Et c'est ce que vous dites est important, hein, c'est que bien sûr que alors le design est un élément clé dans le choix des automobilistes qui cherchent à se faire plaisir quand ils achètent aussi une voiture. On l'oublie un peu, mais derrière l'achat d'un véhicule, il y a cette notion de plaisir. Je sais que c'est difficile à entendre dans le contexte actuel quand on dit ça. Mais voilà, mais hein, quelle horreur, acheter des voitures, en plus des grosses voitures, etc. Comment est-ce possible encore par les temps qui courent? Mais si, les gens se font plaisir quand ils achètent une voiture. Et c'est vrai que le design est un élément clé du succès des SUV, c'est-à-dire que au-delà du prix, au-delà du côté familial, ce sont des véhicules qui ont réussi à trouver leur public et qui ont un peu ringardisé le design des monospaces familiaux d'ailleurs. C'est un peu ça aussi qui explique encore une fois le succès, c'est-à-dire qu'à côté, quand vous regardez le Renault Espace, les derniers modèles, ou même le Picasso chez Citroën, sont des véhicules qui font beaucoup plus ringard par rapport au monospace, par rapport au SUV d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que le design est très important, mais le côté pratique, l'espace qui vient à l'intérieur, évidemment, c'est un élément déterminant, surtout quand on a une famille, quand on a des enfants. Absolument. Et puis je vois aussi, par exemple, le Renault Captur reprend aussi
certaines fonctionnalités des monospaces, c'est-à-dire avec la banquette arrière coulissante, des choses comme ça. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes en fait. On a l'habitabilité d'un monospace ou pas loin, et la praticité. Et puis on a un format parfois aussi plus compact comme le Capture ou même le Absolument. T-Roc. Alors maintenant, ce que j'aimerais, si vous permettez, c'est qu'on passe sur l'autre partie du sondage qui je trouve très intéressante, c'est la perception des différents pays, alors là c'est au niveau mondial, hein, entre les citadines, notamment berline thermique, et le SUV électrique. Et c'est là, dans la figure 22, la question que vous avez posée, lequel des deux types de véhicules suivants est selon vous le plus respectueux de l'environnement? Et on voit que, assez intéressant, enfin, de manière intéressante, pour moi, la réponse serait plutôt évidente au niveau pollution brute, enfin, directe quand la voiture est produite, mais on voit que suivant les pays, l'adoption du SUV électrique varie suivant les cultures peut-être, et puis l'usage que les personnes font de leur voiture. Alors, oui, d'un pays à l'autre, la perception de la voiture électrique et bien sûr du SUV électrique est très différente. C'est ce que montre ce slide. On voit d'une façon générale que dans les pays du Sud, les pays en développement, on a une perception du SUV électrique qui est très très positive. Alors pas que les pays du Sud, mais si on regarde par exemple l'Afrique du Sud, c'est 82%, le Brésil 90%, la Chine 81%. On a des pays qui sont comme l'Espagne qui sont très positifs aussi vis-à-vis du SUV électrique, le Mexique, la Turquie également. Et puis à l'inverse, on a des pays qui sont un petit peu plus en retrait, comme l'Allemagne et la France. Alors, je ne veux pas tirer de conclusion définitive de ça, mais peut-être qu'en Allemagne et en France, ce sont quand même deux grands pays de l'industrie automobile avec des constructeurs qui sont bien implantés, des constructeurs qui pendant longtemps n'ont pas vraiment cru à la voiture électrique, ou en tout cas qui ont mis beaucoup en avant les risques que représente la voiture électrique sur le plan industriel, etc. Et peut-être que dans ces pays, au-delà de l'aspect environnemental, au-delà des avantages et des inconvénients de la voiture électrique, il y a peut-être aussi plus d'inquiétude sur les conséquences d'une électrification des ventes. Mais c'est vrai que d'une façon générale, même en France, avec 51% de personnes qui nous disent que le SUV électrique est préférable pour l'environnement aux véhicules thermiques, même aux citadines et aux berlines thermiques, on voit bien que la voiture électrique a un a priori favorable sur le plan de l'environnement. Et au fond, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas surprenant, parce que c'est le discours qui est transmis médiatiquement, c'est le discours qui est transmis réglementairement. Quand l'Union européenne dit en 2035, on interdit la vente de voitures thermiques, le message qui est envoyé, c'est la voiture électrique, c'est l'avenir. Donc, et c'est l'avenir d'un point de vue environnemental, d'un point de vue, plein de points de vue. Donc forcément, l'opinion publique, elle entend tout ça et elle adhère au bout d'un moment, si vous voulez, elle adhère à ce sujet de la voiture électrique, malgré les nombreuses questions que pose une telle décision. Globalement, la voiture électrique, elle a, aux yeux des automobilistes, beaucoup de qualité et c'est une voiture qui est plus propre, moins impactante sur le plan environnemental que les voitures thermiques. Et ça, c'est pas la première fois qu'on le constate dans cette étude 2022. On l'avait déjà constaté par le passé quand on avait fait une étude sur la voiture électrique. C'est vraiment un atout pour la voiture électrique. Elle a une bonne image. Elle a une belle image, une image de voiture plus propre que la voiture thermique. Ce qui est très intéressant et plutôt rassurant à titre personnel, même si évidemment beaucoup se posent beaucoup de questions au point de vue de l'autonomie, etc. Mais on pourra parler un peu plus tard. Alors ce que je trouve aussi très intéressant dans votre étude, c'est à droite là qu'on voit que les constructeurs s'adaptent, hein, et puis pas qu'un peu, si je peux me permettre, avec une grande variété de nouveaux modèles qui déjà existent et qui vont encore se développer dans les 2 années qui viennent, y compris Renault avec le plan Renaulution, mais là on voit très bien aussi Alpine, par exemple, on parlait de voiture plaisir, et voilà, même une voiture sportive style Alpine va passer aussi à l'électrique. Alors, je vais peut-être rebondir là-dessus au niveau du coût, parce que j'ai lu aussi certaines de vos interviews, on en a parlé aussi avec Alexandra Legendre il y a juste quelques jours. Est-ce que d'ici 2035, vous pensez que les constructeurs, alors c'est peut-être une question un peu ardue, vous pensez que les constructeurs vont pouvoir abaisser les coûts de production suffisamment pour que la majorité des automobilistes puissent acquérir, même si le prix moyen d'achat passe à peu près 24 000 €, je crois, puissent acquérir en 2035 un véhicule électrique, même si je pense que les véhicules d'occasion, on pourra toujours acheter un véhicule d'occasion thermique, je pense, en 2035. Mais est-ce qu'on va pouvoir baisser les coûts de production, à votre avis, d'ici 10 ou 15 ans? Alors, c'est vraiment la question du moment. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'industrie automobile a toujours fonctionné d'une façon extrêmement simple
qui est propre à l'industrie lourde en quelque sorte. Quand vous avez des coûts de production qui sont très élevés, quand vous avez des usines, quand vous faites beaucoup de volume, vous réussissez à abaisser les coûts unitaires de production si vous faites beaucoup de volume. Pour prendre un exemple simple, si vous êtes un constructeur automobile, allez, je suis un constructeur automobile, tiens, je dis, je vais développer une nouvelle plateforme qui va me servir de base pour 3, 4 modèles différents, 5, 6 modèles différents, peu importe. Cette plateforme va me coûter peut-être 1 milliard, 1,5 milliard d'euros de développement, de recherche et développement, de coûts de production, de fabrication. Ce 1,5 milliard d'euros que vous allez investir sur cette nouvelle plateforme, si vous vendez 100 000 voitures par an, ce n'est pas la même chose que si vous en vendez 1 million. Et si vous vendez 3 millions de voitures sur cette plateforme, il est évident que vous allez amortir beaucoup plus vite et beaucoup plus fortement les investissements que vous aurez fait sur cette plateforme que si vous vendez 100 000 voitures. Donc, pour le dire très simplement, il faut faire beaucoup de volume pour pouvoir abaisser les coûts de production. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur ces 30 ou 40 dernières années, on a constaté que les constructeurs automobiles étaient un peu dans cette course effrénée au volume, en se disant, il faut que je vende, il faut que je produise. Ça me permet de baisser les coûts. Je baisse les coûts, je baisse un peu les prix dans un univers hyper concurrentiel et je gagne des parts de marché. Et plus je gagne des parts de marché, plus je vais augmenter mes volumes et plus j'augmente mes volumes. Bref, un cercle vertueux. Donc on était dans cette logique-là. Et donc, évidemment, pour la voiture électrique, tout le monde se dit la même chose. Aujourd'hui, ça représente 10% des ventes en France, à peu près en Europe, et que plus on va en vendre, plus les ventes de voitures électriques vont progresser, plus on pourra baisser les coûts de vente, les coûts de production, et notamment le coût des batteries. Et que, in fine, l'objectif, c'est de se dire que plus les prix vont baisser, plus les coûts de production vont baisser, plus les prix vont baisser, plus on pourra baisser les aides publiques, parce qu'il faut rappeler quand même que ce sont des achats qui sont subventionnés par de l'argent public, et plus les prix, finalement, vont se rapprocher de l'équivalent thermique. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire instinctivement, bah oui, bien sûr, ça va marcher comme ça. Il y a quand même un aléa qui est très fort, qui est le coût des matières premières qui rentrent dans la fabrication des batteries électriques. Parce que là, pour le coup, plus la demande va exploser, c'est le phénomène inverse. Plus la production de batteries électriques va augmenter avec la vente de voitures électriques, plus la demande de cobalt, de lithium, de cuivre va augmenter et plus il y aura des tensions sur les approvisionnements sur ces minerais. Et donc, on peut penser que là, à l'inverse, plus les ventes vont augmenter, plus les prix de ces minerais vont augmenter aussi. Et donc, rien ne dit aujourd'hui, donc je ne peux pas répondre à votre question, que ce pari sera gagné en 2035. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'effectivement, il y a un aléa qui est fort par rapport à ça. Et que si jamais, en 2035, on ne vend plus que des voitures électriques, mais qui sont à des prix inaccessibles pour l'immense majorité des ménages, et que dans le même temps, on dit à ces mêmes ménages, ah, mais tu n'as pas de voiture électrique, donc tu ne peux pas rentrer dans les centres-villes avec les ZFE, les zones à faible émission. Là, on va au-devant d'un vrai problème social, parce que dire aux gens, il faut que vous ayez cette voiture, dire ça à des gens, mais qui ne peuvent pas se la payer, et puis derrière, leur dire, comme tu n'as pas cette voiture, tu ne peux pas circuler librement dans le territoire, et en particulier dans les grandes villes, franchement, ça pose un problème majeur. Alors, on n'en est pas là. Les constructeurs vont beaucoup investir, vont peut-être développer de nouvelles technologies de batterie, vont peut-être réussir à faire des prouesses technologiques. C'est vraiment, je pense que c'est là qu'il faut mettre tous nos espoirs, mais c'est pas un pari qui est gagné d'avance. Bah, écoutez, c'est une parfaite transition sur le sujet dont je voulais aborder maintenant, justement les batteries, où alors on sait, on parle beaucoup que la Chine est en avance et détient au moins 60 ou 70% du marché, mais en Europe quand même, on est très actif et je pense que vous êtes au courant, par exemple, que je vais partager l'écran, qu'on a notamment en France des compagnies qui sont à la pointe comme Verkor ou ACC, qui ont aussi je ne sais pas si c'est des joint ventures, mais des accords avec des grands industriels, donc Verkor par exemple, que j'aimerais bien interviewer, voilà, a fait des investissements massifs avec l'aide de l'Europe pour faire des gigafactories. Alors c'est pas dans 2035 que ces gigafactories seront actives, ça sera avant, ça sera probablement vers plus 2030. Mais concrètement, voilà, là, une gigafactory, je crois que je crois que c'est dans la région de Dunkerque. D'ailleurs, la consultation de la population a commencé. Concrètement, ils vont pouvoir faire au départ 6-16 gigawattheures par an de cellules lithium-ion. Donc, ça fait quand même environ, je pense, 150 000 ou 200 000 voitures par an. Mais là où c'est encore plus, on va dire, remarquable, c'est avec ACC, où là, on prévoit 4 gigafactories avec 40 gigawattheures
de produits par an. Et là, on est carrément, je pense, autour de 500 000 voitures électriques qu'on peut produire avec ces batteries-là, avec une capacité de 50 kWh, voire un peu plus. Et là, on arrive quand même à une production très importante autour de... Si on arrive à avoir ces gigafactories fonctionnelles en 2030, concrètement, on pourrait quand même produire pas loin de 2 millions de voitures électriques au niveau français et européen. Sans parler, vous parlez de lithium, que là, c'est quelque chose aussi que je m'intéresse beaucoup. Viridian en Alsace va développer dans une zone l'extraction du lithium avec des méthodes vraiment à la pointe de technologie, notamment pour la protection de l'environnement et pour tout ce qui est au niveau CO2, pour pas consommer de CO2. Donc, on est quand même très actif au niveau européen, français, et on voit vraiment qu'il y a des sociétés, et les constructeurs français d'ailleurs investissent dans ces sociétés parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas tout faire, ils ne peuvent pas produire les batteries, donc ils sont obligés aussi de faire des partenariats. Et puis on sait qu'aussi Volkswagen vient d'ouvrir sa première gigafactory de batteries en Allemagne, mais là c'est une autre échelle, ils investissent plus de 30 milliards. Donc on est quand même actif. Moi j'espère en tout cas, je suis plutôt positif qu'au niveau production, on arrivera à avoir un bon niveau de production d'ici 2030-2035, mais reste le coût. Effectivement, ça c'est difficile à dire. Oui, en fait, c'est le deuxième enjeu, en fait. Alors que le premier enjeu, c'est effectivement proposer des voitures qui sont abordables financièrement pour les automobilistes. Parce que si on propose des voitures que personne ne peut se payer, ça n'a pas de sens. Le deuxième enjeu industriel, c'est d'être capable de localiser, relocaliser, on va dire comme ça, ou localiser la production de batteries sur notre territoire européen. Je ne dis même pas la France, même si effectivement c'est très important pour la France, mais en Europe, puisque vous l'avez dit, aujourd'hui, on estime que 70-75% de la production est chinoise, le top 10 mondial est asiatique. Donc ça veut dire que, et ce qui fait le surcoût de la voiture électrique, c'est la batterie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, très clairement, une voiture électrique, quand on achète une voiture électrique, ça correspond à un transfert de valeur ajoutée vers l'Asie. Donc il faut garder cette valeur ajoutée en Europe, et pour ça, il faut qu'on construise des gigafactories. Aujourd'hui, il y a une quarantaine de projets en cours de développement en Europe, donc je ne suis pas inquiet sur notre capacité technologique, sur notre savoir-faire technologique, sur notre capacité à produire des batteries de bonne qualité. J'ai pas de doute là-dessus. La seule interrogation, c'est de savoir si on sera capable effectivement de produire ces batteries à des coûts compétitifs. Et on rejoint encore le sujet du prix, mais c'est vraiment au cœur du sujet de la voiture électrique. Si on produit des batteries en Europe, et on le fera, on va le faire, les projets vont sortir, mais que ces batteries ne sont pas compétitives, beaucoup plus chères que les batteries asiatiques, là, très clairement, les constructeurs qui vont être en concurrence les uns avec les autres, qui vont être en concurrence aussi avec les constructeurs chinois qui vont arriver en Europe, n'auront pas d'autre choix que de choisir des batteries à performance équivalente, évidemment. Je pondère évidemment ce sujet-là, mais à performance équivalente, de choisir les batteries les moins chères. Parce que sinon, ils ne vendront pas de voitures, ou en tout cas, c'est leurs concurrents qui vendront des voitures. Le problème, si vous voulez, c'est que la Chine, quand elle a 20 ans de retard, quand elle a 10 ans de retard sur un sujet industriel, elle nous rattrape. Elle est en train de nous rattraper dans l'aéronautique, par exemple. Fabriquer des avions, produire des avions. C'est un peu long, c'est un peu compliqué. Il y a 20 ans, les Chinois ne fabriquaient pas une voiture. Il n'y avait pas de constructeurs. Aujourd'hui, ils fabriquent des super voitures. Donc, quand ils ont 20 ans de retard, ils nous rattrapent. Mais là, ce n'est pas qu'ils ont 20 ans de retard, c'est qu'ils ont 20 ans d'avance. Donc, je ne dis pas que le pari n'est pas gagnable, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je dis juste que ce sera difficile et que ce n'est pas gagné d'avance et que c'est juste un enjeu industriel considérable pour l'industrie automobile européenne, mais bien au-delà, pour l'industrie européenne et bien sûr en France, évidemment. En tout cas, c'est passionnant. Moi, je trouve que c'est vraiment aussi, on essaye de s'adapter au marché futur. Alors, c'est vrai que c'est guidé par l'Union européenne, mais on voit que, bon, avec plus ou moins d'enthousiasme, on va dire, par exemple, Peugeot, on sait que Stellantis mais aussi en exergue les arguments que vous donnez là, c'est-à-dire le prix d'achat, le prix de revient d'un véhicule électrique à l'heure actuelle qui sera trop cher pour une grande partie des particuliers. Alors, je voudrais juste aborder, parce qu'on est déjà à 24 minutes, je ne vais pas trop prendre de votre temps. En 30 minutes, je pense que ça sera parfait. Je suis très bavard. Non, non, c'est passionnant, au contraire. Pour l'électricité, parce que là, évidemment, si ça ne suffisait pas, il y a d'autres challenges qui s'additionnent. Et là, c'est plutôt un problème français à l'heure actuelle, c'est la production d'électricité alors, c'est pas lié à la véhicule électrique, là, c'est plus à long terme, parce que je me suis assez intéressé à la question. Il y a deux sujets, c'est est-ce qu'on sera capable de fournir assez d'électricité en 2035
Si on avait le parc nucléaire, on va dire, qui était complètement actif, à titre personnel, je pense que ce ne serait pas trop un problème, puisqu'on produit à peu près 500 TWh par an et ça sera à peu près 80 TWh. On va dire 15% de la production reviendrait électrique, mais d'un autre côté, il y a d'autres productions qui vont baisser. Au niveau autoroute, c'est pas un souci du tout. Ça sera 0,7% ou 1% de la production électrique. Le problème, c'est qu'il faut produire. Et là, eh ben, à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué. Je vais montrer juste un petit schéma. Alors ça, c'est des slides que j'avais fait. Là, c'était assez intéressant, je trouve. On voit ici, c'est en fait le rapport 2050 de RTE hein, sur l'évolution. Alors, il y a comme un aspect positif, c'est que les énergies fossiles vont considérablement diminuer d'ici 2050. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Donc, on va diminuer largement l'importation d'énergie fossile. Donc la balance commerciale va quand même s'améliorer largement, si tout se passe bien. Et évidemment, il faut compenser par la production d'autres énergies, notamment électriques. Alors on voit que l'électricité pour les transports va passer de 15 à 100 TWh. Bon, ça, c'est pour 2050, donc on n'y est pas encore. Mais si on voit la production totale qu'il faudra en 2050, on est à peu près à 600 TWh. Et je voulais juste montrer ce schéma. Je ne sais pas si vous connaissez ce site de RTE qui est vraiment très bien, qui est Economics. On voit ici la production de février dernier en France. On était autour de 70 gigawatts en instantané. Et on était à 48 terawatts en production nucléaire. Bien. Et on importait très peu, c'est ce qui est en gris là, en bas. Il y a 2 jours, on ne produit plus que 23 terawatts à l'actuel avec le nucléaire parce qu'on a 30 réacteurs sur 56 qui ne fonctionnent pas, soit parce qu'il y a la maintenance, donc on pourra parler, et puis aussi il y a ces problèmes de corrosion sous contrainte. Et donc on compense avec, d'ailleurs je ne savais pas à titre personnel qu'en été, on a quand même 20% d'énergie qui vient du solaire en France. Bon, sur une partie de la journée évidemment, mais c'est quand même pas négligeable. Et puis surtout, on voit que la partie grise en bas là, sur 50 gigawatts, on importe quand même 8 ou 9 gigawatts à l'heure actuelle en été pour arriver à produire suffisamment. Donc évidemment, on peut se poser la question pour l'hiver comment ça va se passer et j'espère que EDF et RTE, enfin EDF va pouvoir remettre en service assez de réacteurs pour pouvoir absorber le surplus d'énergie qu'il nous faut en hiver, qui est à peu près de 20 gigawatts. Et donc là, c'est quand même une grosse question, mais ce n'est pas vraiment spécifique à la véhicule électrique à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, c'est une question là aussi majeure. C'est bizarre parce que quelquefois, il y a quand même des décisions publiques qui sont prises. On a le sentiment que les études d'impact n'ont pas toutes été faites. En tout cas, on a du mal à se dire, mais comment se fait-il qu'on prenne des chemins comme ça sans forcément avoir les réponses à toutes ces questions qui sont essentielles? Parce que, évidemment, alors moi, je ne suis pas un spécialiste de l'énergie, mais pas besoin de l'être pour comprendre que 2035, pour mettre des capacités de production électrique supplémentaires, c'est demain, 2035. C'est du très court terme, en fait. Voilà, si on veut construire une centrale nucléaire, ça ne se fait pas comme ça. Donc voilà, et on va se retrouver effectivement confronté à cette problématique. Moi, je n'ai pas la réponse. Peut-être qu'une des réponses, mais encore une fois, comme je ne suis pas spécialiste du sujet, je vais rester prudent dans mes propos, on a quand même la chance que la voiture électrique, elle peut être rechargée à n'importe quel moment, et en particulier au moment des heures creuses, là où le réseau est le moins sollicité. Et on pourrait très bien imaginer que les réseaux intelligents permettent d'activer la recharge de voitures électriques au milieu de la nuit, là où on tire le moins sur le réseau électrique. Donc je pense qu'une des réponses, ce sera effectivement ça, d'avoir des réseaux beaucoup plus intelligents, connectés, qui permettront de caler au mieux, si je puis dire, la demande d'électricité. Mais encore une fois, je suis prudent parce que je ne suis pas un spécialiste de la chose sur ce point-là. Oui, oui, mais exactement, je pense que déjà, je le fais à titre personnel déjà, hein, on peut charger en heure creuse. Et donc, on n'a pas besoin de recharger sa voiture à 18 ou 19 heures en hiver. On peut très bien commencer à minuit, par exemple, 1 heure du matin, et allez, à 11 heures du soir, on va dire. Et si vous chargez jusqu'à 7 heures avec une prise classique, vous avez largement de quoi faire pour faire le trajet quotidien, qui est à peu près 30 km par jour pour les Français. Ça pose quand même le souci pour ceux qui vivent en appartement et qui n'ont pas de parking. Là, ça sera quand même un souci en 2035 pour ces personnes. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de challenges à venir. Moi, je trouve ça plutôt
passionnant, plutôt motivant. Après, c'est sûr, c'est pas sûr qu'on ait toutes les réponses à l'heure actuelle. Je crois que c'est Sénèque, j'ai un de mes abonnés qui avait dit cette phrase. Sénèque disait que c'est pas les choses difficiles qui font qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas les choses sont difficiles. Et Absolument. voilà. Et voilà, donc ce sera peut-être le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup, Flavien, pour cet échange très intéressant. Bah, Et merci à vous. Alors, merci à vous. Juste un tout petit oui. mot, puisque du coup, nous aussi à l'Observatoire CTLM, on a une chaîne YouTube, on n'a pas beaucoup d'abonnés. Oui. Mais je viens de poster une vidéo justement sur les 5 questions autour de la voiture électrique. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller et puis à vous abonner à la chaîne où je publie à peu près une vidéo par mois sur différents sujets. Mais voilà, ça fait toujours plaisir effectivement et félicitations à vous pour la qualité de votre chaîne et merci beaucoup pour l'invitation. Bah, c'est avec plaisir et je mettrai en lien dans la vidéo le lien pour la chaîne YouTube CTLM. Merci beaucoup et puis on se dit à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.